Chaque mois, la Maison de la Presse La Touquetoise vous propose de découvrir, sous la forme d'un podcast, une autrice ou un auteur. Cette fois, nous avons choisi de mettre en lumière un premier roman surprenant et touchant qu'il faut mettre entre toutes les mains. C'est Delphine, de la Maison de la Presse La Touquetoise, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Hébrard qui va nous présenter son premier roman, Pourvu que mes mains s'en souviennent, paru le 2 mars dernier aux éditions Belfond. Bonjour Quentin, je suis ravie que tu participes à ce podcast. Ton roman m'a véritablement cueilli et ému. Avant de parler de Pourvu que mes mains s'en souviennent, peux-tu nous dire quelques mots sur toi et nous dire qui tu es ? Bonjour Delphine, merci de ton retour de lecture très enthousiaste, ça fait plaisir. Je m'appelle Quentin Hébrard et comme tu viens de le dire, je viens de publier un premier roman chez Belfond en mars dernier, donc c'est tout frais. L'écriture et la littérature, c'est vraiment au cœur de toutes mes passions. Donc par l'écriture d'abord, mais aussi par la lecture. Je tiens un compte Instagram de lecteur, de bookstagrammeur, qui fonctionne plutôt bien avec plus de 6000 abonnés et sur d'autres réseaux sociaux, au total je cumule à 11 000 abonnés. J'ai été journaliste quelque temps, responsable de rubrique au Journal du Net, donc j'ai aussi beaucoup écrit en tant que journaliste pour notamment aussi l'Obs, Ouest France, l'AFP, plein de médias comme Le Monde, etc. Et voilà, et moi je suis surtout originaire des Cévennes où je passe le plus de temps possible et je retourne dès que je peux. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce premier roman, Quentin, et quel a été le déclic ? Alors excellente question, mais question difficile parce que, puisque tu l'as lu, ce roman est un roman à chute, à twist, comme on dit en anglais. Donc pour tes lecteurs, ça serait vraiment dommage que je dévoile la fin. Et il se trouve que si je raconte comment m'est venue l'idée de ce roman, forcément je risque de dévoiler l'intrigue ou de divulgacher. Cependant, je peux quand même dire une chose, c'est que l'idée de ce roman m'est venue un jour où j'étais avec quelqu'un de très très proche dans ma famille. J'étais avec elle, donc Louise l'héroïne était un personnage féminin, j'étais avec elle et c'est quasiment ce qui s'est passé dans le chapitre 2 où Louise est dans cette étrange colonie de vacances, dans cette cantine où elle mange quelque chose, où ça lui plaît pas, elle est en colère contre tout le monde, tout autour d'elle, les enfants l'énervent, elle commente, elle critique, elle est assez dure dans ses mots, comme peuvent être parfois très méchants les enfants. Voilà, l'idée m'est vraiment venue à son contact, au contact de cette personne qui m'est très chère, que j'aime énormément. Et voilà, je peux pas en dire plus. Peux-tu nous parler de Pourvu que mes mains s'en souviennent ? L'histoire de Pourvu que mes mains s'en souviennent raconte les péripéties de Louise. Louise, c'est une jeune fille qui a énormément de caractère, qui est déterminée, qui vit dans une étrange colonie de vacances depuis quelque temps où elle se sent mal, elle se sent oppressée, les monos sont rudes, l'ambiance des enfants avec les enfants n'est pas toujours à la joie, là où il devrait y avoir des rires d'enfants, comme dans toute colonie d'été. Là, il y a plutôt des larmes, des pleurs, de l'angoisse. Et elle a un projet fou parce qu'elle est extrêmement déterminée et forte. Elle décide de construire un deltaplane par les airs. Et pour ça, elle va se faire aider par deux amis, deux copains de sa colo, Simon, qui est le petit bricoleur de service, qui est complètement fou amoureux d'elle, et Juliette, qui est une sorte d'amie chien fidèle, mais un peu changeante, qui parfois la trahit. Et donc cette histoire va mener le lecteur très loin, et à s'interroger sur pas mal de questions, et notamment sur la confiance qu'on peut accorder finalement à Louise dans cette narration. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de ce roman, Quentin ? Ce qui m'a inspiré l'écriture de ce roman, c'est l'envie de parler notamment de gens qu'on ne veut plus voir, que la société met de côté. C'était vraiment important pour moi, au travers d'une histoire plutôt joyeuse, qui pourrait presque paraître légère, en fait parler d'un sujet de société très important, très grave. Et voilà, si les lecteurs savaient et connaissaient la thématique de ce roman finalement, qui est quand même assez lourde,
probablement que la plupart des lecteurs poseraient le roman avant même de le lire, c'est-à-dire que le sujet les rebuterait. Et vraiment, ce qui m'a inspiré cette histoire, c'est cette envie de parler de ces gens-là, et d'une sorte qu'en fait, on s'amuse, on rigole, et puis à la fin, on pleure. Comment t'est apparu ton personnage principal, Louise, et est-ce que tu peux nous la présenter? C'est une fille qui a beaucoup de caractère, en fait, qui est forte, qui sait, elle sait pas trop pourquoi, malgré son âge, elle sait qu'elle peut construire et conduire un deltaplane. Voilà, c'est une idée complètement folle, c'est une rengaine. Donc ça, c'est déjà un marqueur fort chez elle, c'est que quand elle a une idée dans la tronche, elle l'a pas autre part, en fait. Et autre chose, c'est que c'est une fille qui est très très attachée à sa famille, à ses parents qu'elle veut retrouver à tout prix. C'est pour ça qu'elle veut fuir la colonie de vacances, et elle veut retrouver ses parents qu'elle aime plus que tout. Et c'est vrai elle peut être parfois un peu brutale. Voilà, quand elle veut quelque chose, elle est prête à sacrifier peut-être même ses amis pour y arriver. Donc c'est vraiment un personnage assez ambivalent où avec elle on oscille entre affection, admiration et parfois peut-être énervement. Bref, c'est une vraie héroïne, quoi. Alors parmi les protagonistes, il y a Louise, que tu viens de nous présenter, mais pas que. Il y a également d'autres personnages, comme Juliette, Simon, Joël ou encore Sonia. Ils ont tous leurs failles. Ils sont tout simplement humains. En quoi est-ce important pour toi de montrer cela? J'ai particulièrement à cœur de montrer des personnages complexes. Il y a une mauvaise tendance aujourd'hui qui peut-être vient du cinéma américain, un peu ce côté tout blanc, tout noir, les gentils, les méchants. Moi je déteste ça parce que souvent en fait les gens, les personnages, les êtres humains comme tu dis sont gris. C'est souvent un problème de point de vue en fait. Euh, Moi typiquement un de mes personnages préférés avec du recul aujourd'hui parce que j'ai terminé ce roman il y a un moment, c'est Joël. Joël c'est clairement l'antagoniste, c'est le mono, le moniteur, le chef de la colonie de vacances, euh, qui en fait est détesté. Louise le déteste parce qu'il est en effet très rude, il peut parfois être un peu même physiquement rude. C'est lui qui la rattrape quand elle essaye de s'enfuir parce qu'il y a plusieurs tentatives dans ce roman où elle essaye de s'échapper. Et pourtant, c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Et moi, j'espère qu'à la fin du roman, les gens peuvent aussi se dire que Joël, voilà, c'est plus complexe que ça. Et à chaque fois, j'essaie de faire ça. C'est que j'aime bien que on croit que lui est comme ça, mais finalement, en fait, on se rend compte que si on change de point de vue, il n'est pas comme ça. Voilà, les personnages, les êtres humains sont gris. On est tous gris, en fait. Et pour moi, c'est les plus beaux personnages, ceux qui, dans mes lectures, m'ont le plus ému, étaient des personnages un peu comme ça. Où, ouais, j'essaie de le dire autrement, mais c'est vraiment cette complexité de la vie qui doit ressortir dans les personnages et que j'essaye de faire. Il y a également beaucoup de solidarité dans ton roman. En quoi est-ce une valeur importante à tes yeux? La solidarité, c'est quelque chose qui est très présent dans ce roman. D'une part, comme tu l'as souligné, parce qu'elle existe, entre Juliette, Simon, Louise, qui s'entraident dans ce projet fou de s'envoler par les airs pour s'enfuir, qui prennent des risques insensés, hein. Ils peuvent se faire gravement sermonner, renvoyer, on ne sait pas trop ce qui peut leur arriver, mais on sent que ça peut être très grave. Donc c'est vrai que voilà, j'ai voulu montrer par cette relation, cette solidarité, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'enfance, quand on se fait des amis en fait, et qui en vieillissant devient de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'en me plongeant dans cette enfance un peu folle, il y a aussi une part de bonheur, le bonheur de la rencontre, de l'amitié, plus forte que tout. Cette solidarité est importante. D'autre part, la solidarité, elle est aussi absente de ce roman, c'est-à-dire qu'en fait, ce roman, il montre euh, quelque part où il essaie de critiquer le manque de solidarité justement dans notre société actuelle par rapport à ses enfants, par rapport à Louise. Donc c'est vrai que c'est une valeur cardinale de ce roman, dans le sens où elle est à la fois très présente, mais aussi critiquée. Dans ton roman,
Tu perds littéralement le lecteur qui ne sait pas où se trouve Louise, quel âge elle a, mais qui ne sait pas non plus à quelle période se déroule l'action. Pourquoi ce choix? Je suis extrêmement sensible aux romans qui peuvent paraître intemporels. Moi, mes auteurs de prédilection, c'est par exemple Boris Vian, Éric Emmanuel Schmitt, pour parler d'un contemporain. Bon, et bien d'autres, hein, mais j'aime beaucoup ces deux romans qui ont un point commun, ces deux auteurs, pardon, qui ont un point commun, c'est qu'en fait, ils donnent pas tellement de détails temporels sur la période dans laquelle l'histoire se déroule. Si on prend Ibrahim et les fleurs du Coran, si on prend à l'inverse l'écume des jours, c'est très intemporel, il n'y a pas de référence aux contemporains, de noms qui, dans 20 ans, 30 ans, seront peut-être oubliés. Euh, et vraiment, moi, j'essaie de faire ça, c'est que je trouve que les histoires qui pourraient se passer aujourd'hui, demain comme hier, c'est vraiment les plus grisantes parce que elles permettent à tous et toutes de comprendre, et peut-être même dans quelques années, c'est un peu un rêve fou pour moi, mais j'y crois, de me dire que ce roman pourra toujours être lu et être compris parce qu'il touche à l'universel, il touche aux émotions humaines, à tout ce qu'on vient de parler et évoquer avant. Donc pour moi, c'est vraiment très très important. Et c'est un choix délibéré. Je laisse le lecteur aussi construire aussi le roman avec moi en donnant pas forcément des détails. Et enfin, il y a une dernière raison qui fait que ce roman voilà, est pas forcément clairement situé dans le temps. C'est lié à l'intrigue. C'est pour perdre aussi un peu le lecteur, c'est sûr. Mais ça, je peux pas en dire plus. Et justement, comment as-tu fait pour rester sur le fil, donner des pistes au lecteur sans rien dévoiler? C'était un jeu de funambule où il fallait à la fois pour moi connaître la fin, bien sûr, parce que ça, la fin, je l'ai su dès le début. Et après, voilà, c'est un jeu d'équilibriste entre ce qui est Louise, ce qu'elle paraît être, ce qu'elle croit être, ce qu'elle pense être et ce qu'elle est vraiment. Et ça, c'était vraiment le plus amusant à faire. Donc non, je ne donnerai pas l'astuce. Quel message as-tu souhaité passer en écrivant pourvu que mes mains s'en souviennent? Et d'ailleurs, pourquoi ce titre? Ah, dans le titre, il y a finalement tout le roman. C'est d'ailleurs un titre qui n'a pas été changé depuis le début, qui est resté très, très fixe, qui n'a pas non plus été remis en question par mon éditrice. Et ça, j'en suis très content, parce que ce titre, on le comprend vraiment à la fin et il prend tout son sens une fois qu'on a lu l'histoire. Je suis sûre que ceux qui écoutent ce podcast souhaitent te découvrir davantage. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Tout d'abord, quelle est la personne ou la chose qui t'inspire le plus? Je vais répondre aux deux. Aujourd'hui, la personne qui m'inspire le plus, c'est ma compagne, Justine Rex, avec qui je partage ma vie depuis maintenant plusieurs années. C'est une personne qui m'inspire énormément parce qu'elle est vive, elle a plein d'idées, elle est journaliste, elle est aussi autrice. Elle a écrit un livre chez JC Lattès l'année dernière, une enquête. Et cette année aussi, plus sur l'actualité. Et voilà, vraiment, il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie et qui inspirent en permanence, qui remettent en question, qui poussent à être meilleurs. Et vraiment, aujourd'hui, c'est elle. Et d'ailleurs, elle est à l'inspiration de mon prochain roman que je suis en train d'écrire, j'en suis à la page 460, que j'ai pu reprendre maintenant que le livre est sorti depuis 3 mois et que je peux un peu prendre du recul, donc elle est vraiment centrale. Et la chose qui m'inspire le plus, c'est vraiment une question très importante, mais c'est le silence et la solitude en fait. C'est du silence que naît l'imagination et la créativité pour moi en tant qu'auteur. C'est dans ces moments de calme que je peux prendre dans la journée, entre quelques activités, ou en vacances, ou en week-end, ou en me levant tôt le matin pour écrire. C'est dans la solitude et le calme que viennent les idées, et c'est ça qui est fascinant quand on est auteur. C'est qu'on doit prendre coûte que coûte ces moments, hors du temps, hors du monde presque. C'est un peu comme un ermite pendant quelques heures où on s'isole pour entendre un peu les voix de l'écriture, et c'est ça qui est le plus inspirant. Quel est ton roman préféré, Quentin? Et quel roman lis-tu actuellement? Mon roman préféré, c'est vraiment une question difficile parce que je lis vraiment beaucoup.
J'ai envie de dire, j'ai eu des romans préférés par période. Par exemple, à 18 ans, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré Boris Vian. J'avais lu la même fois, pardon, dans la même nuit, j'avais lu L'écume des jours 2 fois. Euh, Plutôt pendant mes années d'études, j'étais étudiant en fac de droit, j'ai un master de droit. J'avais adoré lire Balzac et Zola, dont j'avais lu plusieurs œuvres avec vraiment frénésie. Euh, Aujourd'hui, je dirais que vraiment mon dernier grand coup de cœur romanesque, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui a vraiment été il y a 3 ans maintenant déjà, ma grande dernière claque littéraire. Voilà, avec cette histoire qui est d'ailleurs l'histoire autobiographique de Romain Gary, d'un homme qui en fait est incroyable. Il est pilote de guerre, il est ambassadeur, il est écrivain, diplomate. Il devient tout ce que sa mère souhaitait qu'il devienne. Et finalement, sa mère lui a mis une telle pression qu'il se sent jamais à la hauteur de ce qu'il aurait dû être alors qu'il le devient. Et voilà, quand on connaît l'histoire dramatique de la fin de vie de Romain Gary qui a mis fin à ses jours, quand on lit ce livre, moi voilà, j'ai été complètement retourné, bouleversé. Donc je dirais que c'est mon dernier grand coup de cœur de lecture, mais il y en a tellement. Et là, ma dernière lecture, c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. J'ai passé vraiment un bon moment de lecture. En fait, c'est les mémoires inventées d'Adrien, le grand empereur romain. Marguerite Yourcenar a mis des années à l'écrire, ça a été un peu compliqué pour elle. Mais voilà, elle a sorti un récit à la première personne où elle se glisse dans son esprit, à l'appui vraiment de l'histoire. Et voilà, on plonge dans des pensées philosophiques un peu stoïciennes, on plonge dans les mémoires un peu à la Machiavel d'un homme qui a été à la tête d'un empire, qui a fait des guerres, qui a fait des assassinats, qui a eu des amants. Et alors, il y a des moments, c'est un peu dur à lire parce que c'est quand même un gros bouquin et il y a des séquences un peu denses, on va dire. Mais vraiment, on en prend plein les yeux. Voilà, donc j'ai plutôt passé un bon moment. Euh, voilà, c'est le roman que. Voilà. Voilà, moi, en moyenne, je dirais une quarantaine, cinquantaine de livres par an, romans, et c'est compris. La lecture, c'est vraiment capital. On ne peut pas écrire sans lire, en fait. Quel est ton processus d'écriture? Est-ce que tu as des rituels? Mon rituel d'écriture consiste à se lever tôt le matin avant le travail, parce qu'aujourd'hui, je ne vis pas de la littérature, même si j'aimerais un jour que ça arrive. Donc ça consiste principalement à se lever très tôt le matin, en général autour de 6 heures. Et tout de suite, je me lève et je fonce dans le bureau et je m'isole, la fameuse solitude. Et silence dont on parlait tout à l'heure. Et je me mets à écrire voilà, entre 1 heure et demie, 2 heures avant le travail. Puis ensuite, je ferme mon ordinateur parce que j'écris sur ordinateur. Et ben, je pars travailler. Et ça, c'est un rituel qui aujourd'hui m'est devenu capital et qui m'avait un peu manqué pendant la promotion de ce livre. J'aime pas trop le mot promotion, mais au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment d'autre mot pour nommer ça. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui me structure parce qu'en fait, voilà, j'attaque ma journée par ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire essayer d'inventer des histoires et de me faire rêver et de faire rêver ensuite les gens. Donc c'est un peu mon rituel principal. Souvent je bois du thé, voilà, pour imiter un petit peu Amélie Nothomb, on va dire. Voilà, je dirais que c'est mon rituel à moi. Qu'est-ce que pour toi une journée réussie, une belle journée? Une journée réussie, c'est une journée où la littérature est omniprésente. Ma journée idéale type, ça serait de me lever, comme on vient d'en parler, tôt le matin à chaque fois et de pouvoir écrire. Même au-delà de 2 heures finalement, c'est de pouvoir prolonger toute une matinée parce que plus en tant qu'auteur on se plonge dans l'histoire, plus on avance et plus on est dedans en fait. Et donc ma journée vraiment idéale, ça serait d'avoir plus que quelques heures le matin que je vole sur mon temps de sommeil finalement, presque sur ma santé. Ça serait d'avoir ça. Et ma journée idéale, ça serait aussi une journée où je pourrais aussi lire ensuite. C'est aujourd'hui pareil, la lecture, comme disait Françoise Sagan, c'est un peu du temps. Non, c'est Françoise Sagan qui disait ça. Que oui, la plus belle bibliothèque du monde, c'est le métro, parce que c'est là où on arrive à voler du temps de lecture en lisant, en attendant, ou dans les trains, ou dans les transports. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la lecture, comme tout le monde, bah, je lis dès que je trouve du temps, et il faut le prendre, surtout face au portable.
qui nous aspire et nous empêche de prendre ce temps. Donc vraiment une journée où j'arrive à lire une trentaine, quarantaine de pages, cinquantaine de pages, c'est vraiment aussi une journée où on se sent mieux, ça a été montré par la science, on se sent moins stressé, on se sent plus apaisé. Et après voilà, j'ai aussi autour de la littérature d'autres passions, notamment je l'ai dit au début, parler des livres des autres au-delà du mien, s'intéresser aux autres tout simplement, et c'est vrai que avoir du temps pour prendre des photos de livres, des vidéos, faire des choses autour de Bookstagram, voilà, ça serait pour moi un peu la triptyque écrire, lire et parler des livres finalement. J'aimerais aussi compléter sur cette idée de journée idéale. C'est aussi une journée avec du sport. Je pense à un livre que j'ai lu il y a 3 ans qui s'appelle Profession romancier de Murakami, qui est aussi édité aux éditions Belfond et dont je suis particulièrement fan. Il avait sorti ce livre et s'était fait complètement démolir par la critique. Pourquoi ? Parce qu'il avait osé dire que dans sa routine d'écriture, il faisait du sport. Lui, c'est la course à pied, voilà, il fait ça de mémoire le matin, avant d'écrire, parce que ça l'aide à délasser son corps, à avoir des hormones, et ensuite il s'assoit sur sa table d'écrivain et il écrit longtemps, et lui il dit qu'il a besoin de défouler son corps avant de rentrer en combat dans l'écriture, parce que pour lui l'écriture c'est un combat, c'est éprouvant, et voilà, pour lui faire du sport ça lui apporte cet équilibre. Et j'avais lu des critiques dans pas mal d'ouvrages, de revues littéraires, disant que c'était honteux, quoi. Parce que ça correspondait pas vraiment à l'image qu'on se fait de l'écrivain, qui doit forcément être torturé, picoler, boire, fumer, prendre de la drogue. Je caricature un peu, mais c'est un peu ce qui ressort. Voilà, moi je trouve que le sport apporte justement du bien-être, et comme disait Aristote qui marchait tout le temps, etc., pour avoir plus d'idées, non, en fait, quand on marche, quand on court, quand on prend des postes de sport, on est encore plus créatif. Et ça va un peu à l'encontre des clichés, des idées reçues qu'on peut avoir sur le romancier, je pense. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, Quentin? Et puis bien entendu, la réponse nous intéresse également. La question qu'on m'a pas encore posée, c'est quelle suite pour cette histoire avec Louise. Alors je parle pas de suite romanesque avec un deuxième opus, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui ces prochains mois? Il se trouve que j'aurai bientôt une bonne nouvelle à annoncer, probablement pour l'année prochaine, avec peut-être une sorte de second envol pour Louise. Donc voilà, mais je peux pas encore trop en parler, j'ai pas trop le droit. Mais vraiment, je pense que d'ici l'année prochaine, j'aurai une bonne nouvelle à annoncer pour Louise, que j'ai appris ça très récemment, donc je vous partage ça un peu en secret. C'était Delphine, de la Maison de la Presse La Touquetoise. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de vous précipiter chez votre libraire préféré pour vous procurer Pourvu que mes mains s'en souviennent. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre découverte littéraire.